bonjour, merci d'être avec nous pour le magazine de la santé et Allô Docteur Benoît, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Dans l'actualité, on va revenir sur cet appel lancé par des professionnels de la santé concernant la cigarette électronique, défendant cette cigarette électronique. On parlera aussi du virus de l'herpès. D'après l'OMS, 2/3 de la population mondiale serait infectée par l'herpès. C'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et puis on parlera des anti-vaccins. Il y a une montée en puissance des anti-vaccins en France. On essaiera de comprendre pourquoi et on verra que les arguments qu'ils utilisent sont parfois tout à fait déroutants. Aujourd'hui, Mickaël ne peut quitter le territoire car il est poursuivi pour refus de soumettre son enfant à l'obligation vaccinale. Selon le Code de la santé publique, les vaccinations antidiphtériques, antitétaniques, antipoliomyélitiques sont obligatoires avant 18 mois, sauf contre-indication médicale reconnue. Dans les chroniques, on parlera des médicaments avec Alain Astier et puis avec Éric Lemasson, les médecins face à la justice. Aujourd'hui, il va être question du docteur Bonnemaison. Une exposition dans le carnet de santé à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Exposition d'artistes qui ont produit des œuvres sous substances hallucinogènes et aussi sous contrôle médical. Peindre sous hallucinogènes. Une expérience stupéfiante réalisée à Sainte-Anne, l'une des plus grandes institutions psychiatriques de France. Dans les années 60, les médecins s'interrogent sur les capacités thérapeutiques de ces substances. In vivo concernant toujours les médecins étrangers. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le docteur Jing Si, qui est neurologue chinois, spécialiste des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Passionnée de neurologie, Jing s'accroche. Après un DEA, puis une thèse de neurosciences, elle devient neurologue à 41 ans. Et puis pendant 9 ans, elle enchaînera les postes précaires. En France, il est encore difficile pour une femme, étrangère de surcroît, d'obtenir un poste important. Et puis dans Allô Docteur, on va parler aujourd'hui des troubles de la sexualité et particulièrement des médicaments qui permettraient de lutter contre ces troubles. Il en existe pas mal pour les troubles de l'érection notamment, vous le savez, mais il y a des nouveaux traitements qui apparaissent aussi pour la jante féminine. On verra si ça de la libido fonctionne. Pour vos questions ou vos témoignages, 41 555, France 5, ça c'est pour les SMS, france5.fr, allodocteur.fr ou encore hashtag santé F5. Nous sommes en direct, n'hésitez pas à intervenir tout au long de cette émission. Et on commence bien sûr par le journal. Et on débute avec un chiffre. Plus de 4 milliards de personnes dans le monde, soit les 2/3 de la population mondiale de moins de 50 ans, seraient touchées par l'herpès. L'Organisation mondiale de la santé vient de publier ces dernières données dans la revue PLOS ONE. Oui, l'herpès est une infection virale incurable. La forme la plus répandue, c'est le virus herpès simplex de type 1, à l'origine de ce qu'on appelle communément les boutons de fièvre. Près de 4 millions de personnes en seraient porteurs, avec le risque de provoquer chez leur partenaire sexuel une infection génitale. Alors, pourquoi tellement de personnes sont-elles porteuses de ce virus sans forcément présenter de symptômes? Comment s'en protéger? Les explications, c'est avec Anne-Laure Jean, Maréka Julien et Hervé Droguet. Un léger picotement à la commissure des lèvres. C'est un signe qui ne trompe pas. L'annonce d'un bouton de fièvre caractéristique de l'herpès. D'après l'OMS, 2/3 de la population mondiale de moins de 50 ans seraient porteurs de ce virus, soit 4 milliards de personnes contagieuses qui parfois ne le savent même pas. Le souci, c'est que le virus peut également se transmettre à d'autres moments, pas uniquement en période de crise et en période d'ulcération visible, mais également par la salive. Des molécules, des particules virales peuvent être présentes dans la salive en dehors de toute expression clinique de la maladie. Irruption cutanée ou pas, le porteur de particules virales peut donc les transmettre de muqueuse à muqueuse, par la salive par exemple ou au cours d'un rapport sexuel. Mais l'herpès a beau être très contagieux, il ne présente pas de risque vital pour celui qui en souffre, à l'exception de quelques cas plus préoccupants. Le virus de l'herpès peut se transmettre en fait au cours de l'accouchement et il y a donc un risque d'herpès dit néonatal. Cet herpès néonatal a un taux de mortalité qui est très important en l'absence de traitement. Et chez les patients à un stade avancé du VIH ou chez les patients immunodéprimés pour toute autre raison, il peut y avoir également des formes d'infection herpétique beaucoup plus graves. Éviter au maximum les contacts et utiliser des préservatifs reste la mesure de prévention la plus efficace contre l'herpès. Mais elle n'est pas infaillible. Pour limiter les contaminations, des recherches sont en cours, aux États-Unis notamment, où des vaccins sont en phase de développement.
Ouais, juste une petite précision, hein, c'est pas 4 millions de personnes qui en seraient porteurs, mais c'est 4 milliards, près de 4 milliards. Voilà. Eux, ils sont 120 professionnels de santé, des médecins, pneumologues, tabacologues, addictologues, cancérologues, et tous viennent de signer un appel en faveur de la cigarette électronique. Pour eux, la e-cigarette est un instrument de sevrage du tabac à promouvoir. Alors rappelons qu'en France, un tiers de la population adulte fume et que le tabac tue 78 000 personnes par an. Et pour en parler, on va accueillir Jacques Lewezek, qui est tabacologue, l'un des signataires de cet appel. Bonjour. Bonjour. Alors, dans son projet de loi santé, le gouvernement prévoit d'interdire la promotion de la cigarette électronique, d'en bannir l'usage dans les lieux publics. En fait, est-ce que votre appel est une réaction à cette mesure ? C'est une réaction à cette mesure parce que cet été, une agence de santé publique anglaise a publié un rapport très complet sur la cigarette électronique et encouragé le gouvernement britannique à faire en sorte que la cigarette électronique soit utilisée comme un outil de plus pour arrêter, pour permettre aux fumeurs d'arrêter de fumer. Oui, ce rapport disait que le vapotage serait 95% moins nocif que le tabagisme, c'est ça ? Oui, en fait, c'est un chiffre. Ça veut dire, c'est un chiffre qui est donné simplement en analysant tout simplement ce qu'il y a dans les liquides et ce qu'il y a dans la vapeur émise par la cigarette électronique. Comparé à ce qu'il y a dans la fumée de tabac, et plus de 7000 produits chimiques, dont les cancérigènes, le monoxyde de carbone, les particules fines, solides, etc., ce qu'il y a dans les vapeurs de cigarettes électroniques représente un infime pourcentage de ce qu'il y a dans la cigarette. Par ailleurs, point très important, c'est qu'on élimine la combustion. Le problème du tabagisme, ce n'est pas le tabac ou la nicotine en soi, c'est le fait d'inhaler de la fumée suite à une combustion. Et n'importe quel végétal brûlé donnerait les mêmes toxiques qu'une cigarette, sauf la nicotine. Alors les arguments sur le vapotage passif, la toxicité pour ceux qui sont à côté, sur le fait qu'effectivement on continue à absorber de la nicotine, le fait que ça inciterait les jeunes éventuellement à se mettre au vapotage, qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Ce qu'on répond à tout ça, c'est tout simplement qu'il faut prendre la mesure des choses. En ce qui concerne la toxicité, il est clair que c'est considérablement moins dangereux. En ce qui concerne, il y a beaucoup de précautions vis-à-vis des jeunes, ce qui est tout à fait normal. Par contre, ce que l'on observe dans le monde entier, en fait, c'est effectivement que les jeunes se tournent vers la cigarette électronique, principalement pour l'essayer, que ceux qui continuent à l'utiliser sont essentiellement des fumeurs et que ça leur permet d'arrêter de fumer. Et toutes les données que l'on a à l'heure actuelle, en Europe, aux États-Unis, montrent que le tabagisme des jeunes régresse. Donc c'est plutôt favorable. Il convient bien évidemment de surveiller ce qui va se passer dans les années à venir, mais pour l'instant, on peut être optimiste. Alors, la e-cigarette contient quand même un produit, notamment le propylène glycol. Est-ce qu'on en sait plus sur ce liquide-là? Est-ce qu'il présente un danger pour la santé? La cigarette électronique est basée sur 5 composés, le propylène glycol et la glycérine végétale en général, avec des proportions différentes. Ces deux produits sont tout à fait connu, puisque le propylène glycol, c'est ce qu'on utilise pour faire du brouillard dans les spectacles, dans les boîtes de nuit, etc., sur les plateaux de télé aussi. Donc c'est quelque chose qui est utilisé depuis très très longtemps et il n'y a aucune donnée scientifique ou médicale qui montre un effet délétère pour la santé. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. C'est une première en France. Des parents qui ont refusé de faire vacciner leur fille de 3 ans contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont poursuivis en justice. Le tribunal correctionnel d'Auxerre doit rendre son jugement aujourd'hui. Et cette affaire illustre la montée en puissance en France de la défiance à l'égard des vaccins. Pourquoi certains parents refusent-ils de vacciner leur enfant? Que dit la loi et que risque-t-il? Explication Lucille Degout, Mathieu Cressiot, Julie Legros. Allez, on prend la photo pour maman. Et voilà. Ce cliché, Mickaël va l'envoyer à son épouse, militaire mutée au Gabon. Si lui et son fils âgé de 19 mois ne sont pas à ses côtés, c'est à cause d'un refus de vaccination. Pour partir au Gabon, la famille doit être vaccinée contre la fièvre jaune. Lorsque Mickaël emmène son fils pour recevoir ce vaccin, le médecin découvre que l'enfant n'a pas reçu le DTP, le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Le médecin refuse alors de vacciner l'enfant contre la fièvre jaune tant que le DTP n'est pas réalisé. Mais le couple reste ferme. Je ne vais pas prendre des risques pour des maladies qui n'existent plus.
qui existent, mais qui sont très, qui sont pas fréquentes, qui sont peu fréquentes. Quand on fait le bénéfice-risque, en fait, le bénéfice, il tend à zéro et le risque, il tend vers l'intolérable. J'ai peur des effets indésirables, que ce soit des encéphalies, des morts subites du nourrisson, des décès, des cas d'autisme, d'asthme. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé, les manifestations post-vaccinales graves sont extrêmement rares. Aujourd'hui, Mickaël ne peut quitter le territoire car il est poursuivi pour refus de soumettre son enfant à l'obligation vaccinale. Selon le Code de la santé publique, les vaccinations antidiphtériques, antitétaniques, antipoliomyélitiques sont obligatoires avant 18 mois, sauf contre-indication médicale reconnue. Le non-respect de cette obligation peut conduire à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais depuis 2008, le DTP seul n'est plus commercialisé. D'autres vaccins qui ne sont pas obligatoires sont associés. Pour ne pas faire vacciner leur enfant, de nombreux parents cherchent sur Internet des médecins prêts à faire de faux certificats. Cet ancien médecin homéopathe n'a jamais vacciné un seul enfant. Il a été interdit d'exercer par l'ordre des médecins, à cause notamment de ses positions anti-vaccinales. Pourtant, aujourd'hui encore, il délivre ses certificats de contre-indication, malgré des poursuites judiciaires. Voilà le certificat de contre-indication vaccinale qui ne précise pas la durée de la contre-indication, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, et qui ne dit pas non plus les raisons, parce qu'on est tenu au secret professionnel. Ce n'est en aucun cas un certificat de complaisance. J'ai examiné l'enfant, je constate qu'il est en bonne santé. Je ne tiens pas à ce qu'il tombe malade, parce qu'en le vaccinant, je le mets en danger. Sur le plan juridique, le vaccin doit être assimilé à la mise en danger d'autrui par l'administration de substances toxiques. C'est une forme d'homicide involontaire, la vaccination. Des propos extrêmes, voire dangereux. Pour les légitimer, les anti-vaccins s'appuient sur la Constitution. La nation garantit à tous la protection de la santé. Pour les anti-vaccins, cette protection n'est pas assurée en cas de vaccination. Un flou juridique renforcé par le principe de libre choix thérapeutique, préconisé par la loi Kouchner de 2002. Aujourd'hui, la France est l'un des seuls pays d'Europe où la vaccination est obligatoire. Si cette obligation peut être remise en cause, la vaccination, elle, reste indispensable. Les maladies à prévention vaccinale sont des maladies qui sont encore très présentes ou, si elles ne le sont plus, c'est grâce à la vaccination. Et ces maladies sont susceptibles de réapparaître si on arrête. On a vu le très bel exemple des pays de l'ex-Union soviétique. Lorsque l'Union soviétique a implosé, la vaccination s'est arrêtée et très rapidement ces pays ont vu réapparaître des épidémies de diphtérie avec des centaines de milliers de cas et des morts. En France, on estime que seulement 2 à 3% des nourrissons ne seraient pas vaccinés. Dans les pays où la vaccination n'est pas obligatoire, la couverture vaccinale est équivalente. Il y en a qui ont oublié comment c'était la vie avant Pasteur. Hein ? Effectivement, avec la mortalité liée aux maladies infectieuses que l'on sait aujourd'hui combattre. Les pâtes, riz, lentilles ou biscuits que vous achetez dans le commerce pourraient être contaminés par leur emballage cartonné. C'est l'alerte lancée par l'ONG Foodwatch qui demande au pouvoir public d'établir de nouvelles réglementations sur l'emballage des produits alimentaires. Des huiles dérivées d'hydrocarbures renfermant des substances toxiques auraient été retrouvées dans certains de ces aliments de grande consommation. On soupçonne les cartons recyclés d'être responsables de cette contamination. Ils contiendraient une accumulation d'encre et de solvants. L'ONG exige donc que des barrières efficaces soient mises en place par les industriels, par exemple des sachets intérieurs ou une couche protectrice appliquée sur le carton qui permettrait d'éviter ce phénomène de migration du carton vers les denrées alimentaires. Pour l'heure, les industriels se disent sceptiques sur les risques pour la santé de ces traces d'huile minérale retrouvées dans ces aliments. On n'a pas tout à fait fini d'en entendre parler de tout ça, de toute façon. Fin de ce journal. Benoît, un rappel. Oui, d'ici 15h, on va répondre à toutes vos questions sur les médicaments qui permettent de lutter contre les troubles de la sexualité, des médicaments destinés aux hommes et depuis peu aux femmes. Dans InVivo, consacré aux médecins étrangers qui exercent en France, portrait du docteur Jing Zi, neurologue chinoise, spécialiste des maladies de Parkinson et d'Alzheimer, qui dirige le centre de recherche clinique à Villeurbanne. Dans le carnet de santé, une exposition qui retrace un aspect peu connu de la recherche psychiatrique en France. Dans les années 60, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, des artistes ont pris des substances hallucinogènes sous contrôle médical. Et puis dans les chroniques, on va parler des médicaments avec Alain Astier et des médecins face à la justice avec Éric Lemasson. Mais d'abord, on va retrouver notre invité.
Frédéric Vion, bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous avez 39 ans, vous êtes journaliste à France 2, où vous faites chaque jour sur Télématin une excellente revue de presse. Merci. Mais je le dis parce que je la regarde, je la regarde tous les jours. Vous êtes téléspectatrice. De Frédéric Vion. J'ai bien compris. Absolument. Votre second livre, qui est votre premier roman, paraît chez Flammarion, Comment j'ai tué mon père. Alors juste avant qu'on ne parle de l'histoire qui n'est pas gaie, c'est extrêmement bien écrit, c'est un vrai plaisir de vous lire. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à écrire ce livre maintenant? C'est l'âge que vous avez, pourquoi maintenant? Je crois que c'est parce que j'ai arrêté de galoper. J'ai justement, à cause de l'histoire que vous avez lue, je pense que j'ai beaucoup galopé au début pour fuir, ça je m'en suis pas rendu compte évidemment sur le moment, mais pour fuir, donc j'étais très au collège, au lycée, étudiant, et puis après dans le boulot, avec une espèce de sentiment d'insécurité, donc je me blindais. Et puis j'ai mis très longtemps, ça fait peut-être que 3 ou 4 ans, que je me suis dit, bon Pépère, là c'est bon, tu commences à être un peu installé dans ta vie professionnelle, privée, etc. Il serait peut-être temps d'arrêter de courir avant de faire un infarctus. Et de réfléchir. Et de se retourner et de faire un... ouais, je ne sais pas si c'est un bilan, mais en tout cas de regarder un petit peu posément les choses. Alors, ces choses dont vous parlez dans ce livre, c'est la vie que vous a fait mener votre père, à votre mère, à votre frère et à vous-même, de toute votre enfance. Un père maltraitant, on dirait. Oui, on peut. À tout le moins. À tout le moins. Racontez-nous un peu quel était le quotidien pour vous, enfant. Eh bien, alors, donc mon père était policier, il gardait ses armes chez lui et... Collection d'armes, hein, il y en avait un paquet. Oui. Et en gros, pour le dire très rapidement, il fallait lui obéir en tout, même si... Alors évidemment, quand on est là-dedans... quand on est du verbe naître, on ne s'en rend pas compte puisqu'on découvre les choses au fur et à mesure. Moi, je me suis rendu compte finalement qu'après coup, à quel point il fallait satisfaire ce type en permanence. C'est-à-dire que ses caprices, ses colères, fallait alors ou filer doux ou lui rentrer dans le chou, ce qui a été un peu mon option. Même quand j'étais que 5 ou 6 ans. Et qu'en tout cas, c'était, je le compare, je sais que c'est une comparaison qu'on fait assez facilement, à une dictature, parce que c'est vraiment du totalitarisme. C'est-à-dire que c'était tout le temps raisonner par rapport à lui. Mon Dieu, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme caprice, comme colère? Comment il va falloir faire pour s'en sortir, pour le contrer, pour y échapper? Quand vous dites pour y échapper, c'est pour échapper au coup, notamment. Oui, alors, et pas seulement. C'est-à-dire que c'était aussi quelqu'un... À un moment, je décris une scène avec ma mère, qui finalement, alors pour le coup, cette fois-là, ne se fait pas taper dessus, mais où il l'empêche de dormir. C'est-à-dire qu'elle... Alors lui, il est en congé maladie à ce moment-là, elle travaille, et il s'assoit de force sur une chaise, et il tourne autour de la table toute la nuit, en basculant les chaises. Et le lendemain matin, à 8h du matin, elle doit aller travailler, lui pas. Donc ça, il n'y a pas de... Tout ça parce qu'il n'était pas content qu'elle ait réussi un examen. Hein. Oui, voilà. Un examen dans sa profession. Exactement. Votre mère, donc vous lisez, elle travaillait, donc il y avait quand même cette indépendance-là. Votre père était maltraitant avec elle, abusait d'elle, apparemment peut-être la droguait aussi un peu, parce qu'apparemment elle était assez éteinte par moment. Demandé, ouais. Comment vous expliquez, ou est-ce qu'elle vous a dit pourquoi en fait elle était restée avec lui? Alors elle dit que ça dépend. Au début, une espèce de pression dont elle ne se rendait pas compte, pression familiale. Elle venait d'un milieu beaucoup plus modeste que lui. Et sa famille, notamment sa mère, lui disait « Ma fille, tu fais un beau mariage, quelle chance tu as !» En plus, ma mère est d'une famille immigrée, mon père était bien français, comme on dit, et alors encore plus, c'était la seule de la famille qui n'épousait pas un Italien du quartier. Donc ça au début. Oui. Et après la peur, en tout cas c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, on en a parlé après, elle m'a dit qu'est-ce que je devais faire. Il était policier, il pouvait me retrouver quand même avec certains moyens, il était armé, malade. Il menaçait d'utiliser les armes régulièrement. Oui. Il a braqué un pistolet sur la tempe de mon petit frère. Qui était bébé. Et donc ma mère me disait, il pouvait nous retrouver très facilement. Qu'est-ce que je pouvais faire? Si moi je le tuais, j'allais en prison. Donc toutes les portes fermées. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le percevait. Et vous racontez même qu'il était maltraitant avec sa famille, bien sûr, mais qu'il était extrêmement violent aussi, ou en tout cas abuseur dans sa profession, dans l'exercice de sa profession. Et puis il s'en vantait, c'est ça qui est extraordinaire. Alors je pense que ça a un peu changé, du moins j'espère, mais oui, il se vantait effectivement d'avoir tous les pouvoirs et de les exercer, notamment sur les jeunes filles qui étaient incarcérées. Ou de torturer. Oui. Certains prisonniers. Comment est-ce qu'on se construit avec la terreur?
Contre elle, déjà, mais je pense qu'il en reste forcément quelque chose. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, le côté galopé, c'est un carburant en même temps. Oui, c'est tout fait pour vous en sortir. Quand, Oui, vous parliez de vos études tout à l'heure, vous avez toujours été le meilleur en classe. Vous avez fait des études qui ont très bien marché. Oui. C'était l'idée d'en sortir le plus vite possible. Oui, je pense que c'était ça. C'était vraiment galoper pour sortir de ça. Alors il y a eu deux options. Il y a eu moi, puis il y a eu mon frère. Alors lui, c'était l'inverse. Lui, lui s'est recroquevillé. Alors parce que face à l'écrasement, moi j'ai fait face et puis lui s'est roulé en boule. Donc votre petit frère est handicapé. Oui. Un lien avec des coups qu'il a reçus petit? Ça, on ne saura jamais, mais forcément, c'est quand même proche du bébé secoué dans certaines scènes que je raconte. Et même moralement, je veux dire, quand on se fait écraser en permanence depuis son plus jeune âge, je raconte dans le livre que mon frère a fait son premier dessin à l'âge de 8 ans, le lendemain de la mort de mon père. Ce qui est quand même extraordinaire. Et vous, le lendemain de la mort, le jour de la mort de votre père, vous avez des mots... Je dis à ma mère, c'est super, on va avoir un chat, parce que mon père n'aimait pas les animaux. C'est votre réaction, ce jour-là? Pardon, allez-y. Votre mère a lu votre livre? Oui. Elle vous a dit quoi? Alors, j'attendais sa réaction parce que je lui ai montré que quand il était très, très, très avancé, je n'en avais pas parlé auparavant, et sa réaction a été totalement positive. Alors, j'avais un peu peur, je poussais un ouf de soulagement. Je pense qu'elle a compris ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'avais 2 abcès à crever, celui-là, parce qu'en plus, tout ça se passe dans une famille de classe moyenne. Quand on le voit dans les pages faits divers des journaux, c'est souvent des familles avec des gros problèmes sociaux. Et à la limite, c'est pas très dérangeant parce qu'on se dit, bon, c'est loin, non, c'est pas nous, c'est les pauvres. Là, c'est une classe moyenne, c'est 2 parents fonctionnaires, dans une ville ouvrière, donc où ils sont plutôt sur le haut du panier. Et puis, je raconte aussi, parce que... Il y a 2 choses qui se croisent. Tout ça se passe dans les années 80 en Lorraine, au moment où les usines s'effondrent. Et j'ai aussi voulu parler de ça parce que c'est 2 choses qui sont souvent enfouies, dont on parle assez peu. À la fois la maltraitance dans des familles où on ne s'y attend pas et où personne ne veut le voir. Et d'ailleurs, c'est assez difficile à voir une fois que la porte de l'appartement est fermée. Et aussi le monde ouvrier qui s'est Longwy, puisque ça se passe en Lorraine, dans une ville qui produisait à l'époque 50% de la fonte française. Aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien, enfin plus d'usine, qui est devenue une banlieue dortoir du Luxembourg. Heureusement qu'il y a le Luxembourg pour l'emploi. Et ça non plus, on en parle très très peu. On n'a pas encore de Ken Loach à la française, je pense, dans le cinéma. Donc ces 2 trucs-là, je pense que d'ailleurs ça a déterminé ma vocation de journaliste sur le côté, non, attendez, on va soulever les tapis, on va montrer ce qu'il y a derrière les rideaux pudiques. Donc je pense que... elle a compris ça, ma mère, et qu'elle a bien apprécié en tout cas. Et elle a réalisé ce que vous aviez vraiment vécu enfant? Je crois qu'elle l'a toujours réalisé. Mais après, quand ça se passe et quand l'oppresseur disparaît, il y a toujours la tentation de se dire, bon allez, c'est fini, passons à autre chose. Ce que j'ai fait moi d'ailleurs. Puis je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien d'y revenir. Une dernière question, est-ce que vous avez parfois peur de reproduire ce que vous avez subi? De devenir à votre tour violent ou terrorisant? Non, mais je pense que ça détermine quand même peut-être plus de réflexion sur soi. Même si j'en ai pas forcément peur, forcément on fait attention. Merci beaucoup Frédéric Villon. Comment j'ai tué mon père. Ça vient de sortir chez Flammarion. Merci. Tout à l'heure à 14h30, Allo Docteur, on va parler des médicaments qui peuvent aider ceux qui ont des troubles de la sexualité. Vous verrez que les femmes également peuvent être aidées, notamment en cas de baisse du désir. C'est une petite pilule rose qui n'est pas sans rappeler une certaine pilule bleue. Mais la comparaison s'arrête là. Ce médicament, d'abord testé comme antidépresseur mais sans succès, contient une molécule, la flibanserine, qui s'est en revanche avérée efficace pour accroître le désir féminin. C'est en tout cas l'indication pour laquelle elle pourra désormais être prescrite aux États-Unis. Mais comment cette molécule agit sur le désir? Réponse avec ce directeur de laboratoire français qui a pu la tester. Pour vos questions, 41 555 par SMS, allodocteur.fr, france5.fr ou encore hashtag santé F5. On accueille nos chroniqueurs. Oui, dans quelques instants, il va être question des médecins face à la justice avec Éric Lemasson. Ça ne vous dérange pas, Éric? Bonjour. Vous le dites. Non, mais je parcourais... Mais on vous le laisse, donc on vous regarde tranquillement. On va parler du docteur Bonnemaison. On va commencer avec les médicaments et Alain Astier. Bonjour Alain. Bonjour Marina, bonjour Benoît. Alors depuis quelques années sont arrivés sur le marché ce qu'on appelle des médicaments à libération prolongée, LP, on dit aussi dans notre jargon. Il faut nous expliquer ce que sont ces médicaments. Alors voilà un exemple. On voit sur ce médicament, il y a marqué LP pour libération prolongée.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire que c'est un médicament qui, en général, s'administre par voie orale, mais il y a des libérations prolongées injectables, ça existe, et qui va permettre que le principe actif se libère de façon progressive de l'organisme, ce qui va permettre une absorption plus lente, par définition, et également une durée d'action qui va être beaucoup plus longue. Donc, c'est ça l'intérêt essentiel, et notamment pour traiter des pathologies comme l'épilepsie, de la douleur, l'asthme, enfin, il y a des tas d'indications, on l'expliquera tout à l'heure. Alors, voyons plus en détail. Il y a les 2 courbes, comment ça fonctionne? Voilà, alors on va regarder sur les courbes comment ça fonctionne. Alors, faut pas être effrayé par les courbes. Alors voilà, on a la première courbe qui est en noir, qui correspond à un médicament classique, non à libération prolongée. Alors ça représente ce qui se passe dans le sang en fonction du temps. Alors il faut bien rappeler que tout passe par le sang. Quand vous absorbez quelque chose, que ce soit un aliment ou un médicament, bon, il va se dissoudre, il va se déliter pour le comprimer, il va se dissoudre, il va passer à travers la muqueuse intestinale et il va passer dans le sang. Et à partir de ce sang, il va aller vers le site d'action du médicament, par exemple le cerveau si c'est un hypnotique, et puis il va s'éliminer par le foie, par le rein, etc. Donc en gros, le sang représente ce qui se passe dans l'organisme pour un médicament. Alors si on reprend cette courbe, on va voir la courbe noire. Qu'est-ce qui se passe en fonction du temps? Eh bien, très rapidement, on voit ça monte. On va avoir une concentration dans le sang qui va monter jusqu'à un maximum, qu'on appelle la Cmax. Avec l'effet à ce moment-là thérapeutique. Et que l'effet thérapeutique va être maximum. Et puis ensuite, eh bien, on voit ça décroît progressivement et ça va disparaître. Ça s'élimine, soit par métabolisation par le foie, soit par élimination par le rein. Voilà. Alors donc, on voit également, il y a 3 petites zones qu'on a fait figurer, une zone jaune, une zone bleue et une zone rouge. Alors la zone intéressante, c'est ce qu'on appelle la zone thérapeutique. C'est là, c'est parfait, c'est là où le médicament agit sans effet indésirable majeur. Par contre, si on reprend la courbe, on voit que la zone jaune, c'est une zone d'inefficacité. Donc, par exemple, pour la courbe noire, on voit très bien que pendant un grand laps de temps, eh bien, on est dans la zone d'inefficacité. Ça marche pas, quoi. Par exemple, si on a... Alors, ça marche plus. Ou ça marche plus, voilà. Et cette zone toxique, alors? Alors, la zone toxique, eh ben, voilà, on le voit avec toujours la courbe, avec le pic. Eh ben, pendant un certain temps, on va être dans une zone dite toxique avec des effets indésirables. Par exemple, si c'est un anti-épileptique, on va avoir des somnolences. Évidemment, c'est pas très bien. Donc, il faut trouver le moyen de rester le plus longtemps possible dans cette zone dite thérapeutique, la zone verte. D'où D'où la courbe rouge. La forme à libération prolongée. Donc, absolument. Donc j'ai fait figurer, alors c'est le même médicament, prenons un anti-Parkinson, c'est le même. Simplement on l'a modifié, on va en parler tout à l'heure, la forme pharmaceutique, de telle sorte qu'il soit à libération prolongée. On voit, vous voyez, ça monte plus lentement, mais ça reste très longtemps dans la zone bleue. Et on ne va pas dans la zone toxique. Et on ne va pas du tout dans la zone toxique. Donc, conséquence, eh bien on va avoir une efficacité qui va durer longtemps, plusieurs heures, alors que tout à l'heure c'est à peu près 1 ou 2 heures, là ça va être au moins 6 ou 8 heures. Donc ça veut dire qu'on va prendre le médicament non plus toutes les 2 heures, on va le prendre toutes les 4 heures, on va toutes les 8 heures ou toutes les 12 heures. Donc quand même un bénéfice considérable pour le patient. C'est plus facile, ça permet d'améliorer l'observance du traitement, parce que si vous êtes obligé de prendre un comprimé toutes les 2 heures, on va les oublier. Et en plus, dans l'inobservance, sur le fait qu'on ne respecte pas les traitements, il y a souvent le fait qu'il y a des effets indésirables. Donc si on ne rentre pas dans cette zone toxique, on aura moins d'effets indésirables. Donc, on prendra mieux le médicament, ce sera quand même beaucoup plus intéressant. Voilà l'explication. Comment on fabrique ces médicaments? Alors, ça, c'est de l'astuce. C'est l'art pharmaceutique, je dirais. C'est les formulateurs, c'est de la technique. C'est assez amusant, d'ailleurs. Donc, il y a plusieurs techniques. On va voir des exemples. La première, c'est des comprimés comme celui-là. Là, voilà, j'ai repris le même. Si je peux le montrer à la caméra, voilà, on voit très bien que c'est le même principe. Ce comprimé, on ne voit pas très bien, désolé. Il y a 2 couches. Il y a une jaune et une couche blanche. On vous croit. Voilà. Et donc, cette couche jaune, elle va se libérer plus lentement que la couche blanche, ce qui fait que globalement, la libération des deux va donner cette espèce de libération prolongée. Ça, c'est la première technique. C'est assez macaron, votre truc. Alors, la deuxième technique, voilà, c'est les petites granules. Vous voyez, c'est toutes ces petites granules dans la gélule qu'on voit. C'est quoi ces granules? C'est du médicament, mais qui est formulé de telle sorte que chacune des granules se libère à des vitesses différentes. Donc, finalement, vous allez avoir une sorte de libération programmée. Celles qui se libèrent tout de suite, vont tout de suite se libérer. Puis, progressivement, ce qui fait que la résultante, c'est qu'on a un sorte de plateau au long cours de libération. On peut le mettre dans des comprimés aussi. Enfin, il y a des tas de techniques. C'est très astucieux et ça marche plutôt pas mal. Alors,
est-ce que c'est beaucoup plus cher à fabriquer? Non, c'est un tout petit peu plus cher, mais surtout maintenant avec les génériques, ça c'est une formulation générique, ça coûte pratiquement rien. Hein, donc ces technologies sont très robustes. Ben, par contre, le bénéfice est relativement intéressant. J'ai parlé de l'observance. C'est que l'inobservance, d'après certaines études, nous coûte 9 milliards d'euros. C'est le fait de ne pas suivre correctement son traitement avec les conséquences que ça a. Et donc ça a des conséquences, notamment que la pathologie n'est pas bien corrigée, etc. Et donc finalement, il y a un coût très important, estimé, il y a plus de 9 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup, lié à cette inobservance. Alors, la formulation galénique, enfin pharmaceutique, qui consiste à faire ces libérations prolongées, c'est pas que la seule panacée, hein, mais enfin disons que ça peut aider considérablement. Il y a des formes injectables, par exemple, hein, pour le traitement du cancer. On injecte ça en voie intramusculaire, ça agit pendant 3 mois. C'est quand même mieux que de se faire piquer tous les jours, si vous voulez. Il n'y a quand même pas photo. Juste une question, quand vous dites, au lieu de prendre par exemple un cachet toutes les 4 heures, on va prendre toutes les 8 ou 12 heures, à dose égale, c'est-à-dire qu'au bout des 8 heures ou des 12 heures, on aura pris la même dose que si on avait pris au bout de 4 heures. La même. Donc c'est-à-dire qu'au final, on prend aussi moins de principes actifs. Ah ben bien sûr, absolument. C'est une excellente remarque, effectivement. Si on prend très bien, ça c'est l'art de Benoît, c'est pas la pharmaceutique, c'est l'art de Benoît. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est qu'à à dose égale, finalement, on en prend moins. Ouais, a priori, on en prend moins. Oui, mais le laboratoire vend moins de gélules si vous en prenez moins. Ça, c'est une autre question. Vous reviendrez une autre fois. On va parler maintenant d'un aspect peu connu de la recherche psychiatrique en France. Dans les années 60, des artistes ont pris des substances hallucinogènes sous contrôle médical, une expérience menée au sein même de l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Les médecins cherchaient à mieux comprendre les effets des hallucinogènes sur le processus de création. Une exposition rassemble les toiles réalisées à cette époque au musée Saint-Ger-Polignac à Sainte-Anne. On peut s'y rendre gratuitement jusqu'au 29 novembre. Visite avec Chloé Buffard, Alexandre Delaval et Thierry Auden. Peindre sous hallucinogènes. Une expérience stupéfiante réalisée à Sainte-Anne, l'une des plus grandes institutions psychiatriques de France. Dans les années 60, les médecins s'interrogent sur les capacités thérapeutiques de ces substances. C'était une période où on cherchait beaucoup. On avait déjà découvert les neuroleptiques, mais on n'avait pas trouvé encore les antidépresseurs. La toxicité des produits, en fait, n'était pas connue. Et donc, de ce fait, il y a eu une espèce de simplicité. Je pense à certains confrères qui ont pris, en l'occurrence, c'était du LSD, qui ont eu des cauchemars jusqu'à 30 ans après. En France, c'est le professeur Jean Delay qui pousse l'expérimentation le plus loin. En 1960, il dirige une thèse sur la psilocybine, le principe actif des champignons hallucinogènes. 28 artistes peignent sous l'effet de la substance. C'est un produit hallucinogène, c'est-à-dire que ça a été classé dans ce qu'on appelle la classe des psychodysleptiques, qui perturbent le fonctionnement psychique, et ça entraîne premièrement des illusions et des hallucinations, puis une espèce de désorganisation de la pensée qui est assez proche des maladies schizophréniques. Les effets durent en moyenne 5 heures. Ils sont spectaculaires sur les peintres au style classique. Les paysages de Pierre-Xavier Lafitte explosent au rythme des flashs de psilocybine. Ces toiles ont été exécutées avant, pendant et à la fin de l'expérience. Lui qui travaillait lentement s'est mis à travailler de façon compulsive, frénétique et extrêmement rapide. Les 30 réalisations qu'il a faites ont été faites en 1h20. Soit une toile toutes les 3 minutes. Pierre-Xavier Lafitte s'est mis à avoir un rapport avec la couleur et un rapport avec la peinture extrêmement débridé. Pour les artistes plus abstraits, la psilocybine a peu d'effet sur leur style. À un détail près, les couleurs. Ça renvoie à un petit symptôme qui avait été découvert très précocement par Jean Delay lors de ses premières expériences artistiques sous psilocybine, qui était le fait que les sujets étaient peut-être un peu moins sensibles aux couleurs et donc devaient avoir des productions plus colorées pour ressentir quelque chose. Sur les 28 artistes, un seul vit très mal l'expérience. Sam Mendel dessine un bestiaire angoissant. La drogue fait ressurgir brutalement son passé. Il y a eu une grande désinhibition psychique avec la reviviscence de souvenirs enfouis depuis une trentaine d'années de sa déportation. Et ça a été un moment extrêmement compliqué, semble-t-il. Aujourd'hui, ce type d'expérience est quasiment impossible. Depuis 1970, les hallucinogènes sont interdits par l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, nous sommes beaucoup plus prudents par rapport à ce type d'expérimentation et il faut qu'il y ait un rationnel scientifique qui soit plus solide. Il faut d'abord travailler, beaucoup travailler, pour affirmer
qu'elles ont un potentiel thérapeutique, parce que si jamais un produit est utile, évidemment, il faut l'utiliser, puis en même temps éviter les dérives. Au final, ce type d'essai n'a pas débouché sur des avancées thérapeutiques, mais a permis de mieux comprendre les effets de la drogue sur le cerveau. L'exposition révèle aussi les pratiques de la psychiatrie des années 60, très différentes de celles d'aujourd'hui. On va passer à la chronique Justice et médecine d'Éric Lemasson, consacrée à des procès de médecins. Et donc on va revenir sur l'affaire du docteur Bonnemaison pour décrypter ensemble le verdict de son procès en appel qui s'est terminé samedi par sa condamnation à 2 ans d'emprisonnement avec sursis devant la cour d'assises du Maine-et-Loire. On rappelle que cet urgentiste de l'hôpital de Bayonne était accusé, ex-urgentiste, était accusé du crime d'empoisonnement pour avoir donné la mort à des patients incurables. En première instance, il avait été acquitté. Oui, à Pau, en juin 2014. À la surprise générale, le docteur Nicolas Bonnemaison avait été en effet acquitté des crimes qui lui étaient reprochés. Et plus d'1 an plus tard, donc son procès en appel est dépaysé, comme on dit, loin de son hôpital de Bayonne. Et là, effectivement, vous l'avez rappelé, ce samedi dernier, il est à la fois reconnu coupable, mais condamné à une peine minimale, le minimum de la loi pénale. On voit ici sa sortie, écoutez bien, alors qu'il vient de se faire condamner, sous les applaudissements du public, de ses proches, etc. Parce que cette condamnation est assez, on doit le dire, illisible, c'est-à-dire qu'il est condamné et en même temps cette peine est plus qu'un verdict clément. Le crime d'empoisonnement, 2 ans avec sursis. Bien sûr, la justice est passée, on respecte cette décision au nom du peuple français, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de comprendre cette apparente ambiguïté ou illisibilité du verdict des jurés d'Angers. Alors on fait un petit rappel du contexte. Nous sommes en 2010-2011. Le docteur Nicolas Bonnemaison est urgentiste et chef du service d'hospitalisation de courte durée à l'hôpital de Bayonne. Et puis à ce titre, c'est lui qui traite les cas des personnes en fin de vie qui sont dirigées vers l'hôpital. Et c'est là que plusieurs cas de décès suspects de patients âgés, incurables, en fin de vie, vont lui être reprochés. Dans l'acte d'accusation, il y avait exactement 7 cas, 7 décès suspects. Alors des gens qui arrivaient dans cet hôpital de Bayonne en fin de vie, mourant, à l'agonie. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais lui... la justice lui a reproché d'avoir justement accéléré les choses en administrant des produits qui provoquent la mort, pas simplement la sédation. Et notamment, il y avait un cas où... Sédation, ça veut dire endormir. Voilà, pas simplement l'endormissement pour que la personne ne souffre pas, mais du curare employé comme il le faisait qui provoque l'arrêt respiratoire et la mort quasi immédiate du patient. Il faut rappeler aussi que c'est les propres infirmières et aides-soignantes du service qui avaient donné l'alerte. Mais comme l'a rappelé Nicolas Bonnemaison lors de son second procès à Angers, dès le début de la deuxième audience, il a rappelé qu'on ne peut pas rester, je le cite, on ne peut pas rester les bras ballants à attendre que ça se passe, on ne peut pas laisser ces patients mourir sans rien faire alors qu'il existe des moyens, a-t-il expliqué, pour réduire leur souffrance. Donc c'est le débat de l'euthanasie active, ça. C'est le débat de l'euthanasie active qui est, on le rappelle, évidemment interdit dans notre pays. Et d'ailleurs, le procureur de la République qui porte l'accusation lors de ce second procès s'y est pas trompé en rappelant que le docteur Bonnemaison n'est pas un assassin, n'est pas un empoisonneur au sens commun de ces mots, mais lui reproche tout de même d'avoir agi seul et d'avoir délibérément donné la mort à des patients. C'est vraiment ça qu'on lui reproche, c'est d'avoir agi seul, sans se concerter avec ses confrères et sans dialoguer avec les proches ou la famille de ses patients. Alors, même si la peine est très clémente, les jurys du premier procès l'avaient complètement acquitté. Là, c'est 2 ans avec sursis, donc c'est quand même une condamnation. Sur quoi? Alors, ce qui fait la différence d'appréciation, c'est ce qu'on appelle l'élément intentionnel. En droit pénal, l'intention de donner la mort, ce qui caractérise le crime. Les jurés de première instance avaient considéré qu'il avait joué son rôle de médecin. Certes, il provoquait, accélérait, on va dire, abréger les souffrances, mais il n'y avait pas l'intention criminelle. Ça avait suffi à son acquittement. Alors que là, l'intention, lors du deuxième procès, l'intention de donner la mort a été retenue. Eh bien, oui et non. C'est justement le caractère illisible juridiquement, c'est-à-dire que dans 6 cas sur 6, et parmi ces 6 cas, il y a le cas notamment où il administrait du curare. 6 cas sur 7, hein. 6 cas sur 7, pardon. 6 cas sur 7, il est acquitté en quelque sorte, il n'est pas reconnu coupable, parce que là aussi, on considère qu'il n'y a pas l'élément intentionnel. Et donc le 7e cas, l'intention a été retenue. Alors c'est le cas effectivement d'une vieille dame de 86 ans qui arrive à cet hôpital
de Bayonne dans un état désespéré, AVC massif, cerveau complètement détruit ou presque. Et là, alors elle allait mourir dans les heures ou les jours qui viennent, mais là, c'est lui qui délibérément va, comme pour les autres cas d'ailleurs, accélérer le mouvement, si on peut dire, et provoquer sa mort. Et là, l'élément intentionnel a été retenu. Sans en parler à personne. Alors c'est ça qu'on lui reproche effectivement, c'est sans en reparler à personne, mais il y a aussi un autre élément, c'est que les circonstances sont... Alors, il y avait une anecdote absolument cynique, c'est-à-dire qu'au staff du personnel, comme on dit le matin, il a eu une plaisanterie avec un de ses confrères médecins en pariant un gâteau au chocolat que cette patiente qui venait d'arriver ne serait pas vivante à la fin de la journée, et pour cause, puisque c'est lui-même qui est allé avec une seringue à la main rentrer dans sa chambre pour lui administrer un puissant sédatif qui l'a fait mourir. Donc effectivement, le cas était assez accablant. Et ça, c'est la seule raison de la reconnaissance de la culpabilité de Bonne-Maison? Eh bien non, justement, c'est là qui est intéressant et ambigu dans ce procès, c'est que c'est ce seul cas, le 7e cas, pour lequel la famille, le fils de cette vieille dame s'était constitué partie civile, demandé réparation, demandé justice et demandé condamnation. Alors que les 6 autres cas étaient solidaires. Et c'est ce qui prête à confusion, c'est-à-dire ça devient juridiquement difficile à comprendre de se dire est-ce que si la famille et les proches ne demandent pas condamnation, ne se constituent pas partie civile, alors ça suffit à l'absoudre, mais en revanche, si une famille demande condamnation, alors ça suffit à le condamner. Alors c'est un procès très très ambigu, et vous allez voir à la sortie de l'audience, les avocats de Nicolas Bonne-Maison étaient très satisfaits, mais soulignaient justement l'espèce d'illisibilité de ce jugement. On va les entendre. C'est un jugement, je ne vais pas avoir de qualificatif, mais que j'ai du mal à comprendre. Le reste, je le garde au fond de moi. De toute façon, on est acquitté pour 6 cas sur 7. Je dirais qu'on a gagné au point. C'est un acquittement déguisé. C'est avant tout une décision de soulagement qui ponctue 4 ans d'un long parcours judiciaire. Et c'est une décision qui dit aujourd'hui que le médecin a bien agi en médecin. Alors voilà, c'est une décision qui est assez hésitante, on va dire. La société dans son ensemble, on le sait bien sur ces questions-là, hésite. La justice, elle, doit trancher. Et là, on voit même que dans cette question où elle doit trancher, eh bien, elle hésitait elle-même, puisqu'elle a à la fois reconnu la culpabilité tout en prononçant une peine extrêmement symbolique et minimale. Vis-à-vis du Conseil de l'ordre, il en est où? Alors, les avocats ont annoncé qu'ils ne se pourvoyaient pas en cassation du point de vue pénal, du point de vue de la justice, et en revanche, allaient demander au plus vite la révision de sa radiation du Conseil de l'ordre, puisque... Enfin, il ne peut plus exercer. Il ne peut plus exercer, le Conseil de l'ordre l'a radié, mais justement, au regard de cette décision ambivalente, on peut dire, eh bien, les avocats ont demandé la révision de cette radiation, donc nul ne sait, on verra bien ce que ça donne, mais il a quand même été condamné, donc ce serait assez, enfin on ne peut pas illisible à nouveau, illisible encore plus. D'accord. Merci pour votre analyse. C'est l'heure de In Vivo maintenant. Retour à l'hôpital gériatrique des Charpennes de Villeurbanne où travaillent plusieurs médecins étrangers, dont Jingxi, qui est neurologue chinoise, spécialiste des maladies de Parkinson et d'Alzheimer. L'hôpital lui a confié la responsabilité du centre de recherche clinique. Mais avant d'y parvenir, elle est passée par de longues années difficiles. Selma Schnabel, Mathias Denisot et Julie Legros nous racontent son histoire. La question de l'insertion des étrangers, réfugiés ou immigrés, se pose aussi pour les médecins. Sont-ils bien accueillis? Peuvent-ils pratiquer la médecine et à quelles conditions avons-nous besoin d'eux? Début de réponse à Lyon, où l'hôpital gériatrique des Charpennes a recruté plusieurs médecins étrangers. Réfugiés politiques ou non, ils nous racontent leur difficile parcours. Le changement de traitement fonctionne? Non, je tremble tant. Autant, ouais, d'accord. Par contre, il se porte bien ou pas? Il se porte bien, oui. Face à des cas complexes, Safa sait qu'il peut s'appuyer sur les médecins seniors du service, en particulier sur le docteur Jingxi, une brillante neurologue chinoise qui elle aussi s'est battue pendant de longues années pour obtenir son poste. Vous avez toujours autant de tremblements? Autant, oui. Quand on est arrivé, vous étiez plutôt pas trop mal. Donc dès qu'il y a l'émotion, ça tremble un peu plus. Donc là, je vais essayer d'augmenter un peu la dose. Ouais. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous rendre malade, hein, faites pas de soucis. Ok? Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Jingxi a 52 ans. Elle est arrivée en France il y a 23 ans, après une formation de neurologue à Shanghai. Elle avait alors 29 ans. Se voit, ça coince un peu la main droite, hein, d'accord? Sujet brillant, elle suit une classe d'excellence, où elle apprend la médecine en même temps que le français.
Maintenant, on va essayer de marcher tout le long. Puis elle décide de venir en France et d'y rester pour sa qualité de vie et celle de sa médecine. Faites attention, je vais vous bousculer, vous faites attention de ne pas tomber, hein, d'accord? J'étais pas très satisfaite de travail de neurologie en Chine parce que les moyens, c'était pas les mêmes. Donc on avait moins de moyens. Maintenant, c'est vrai, on peut pas comparer maintenant. La Chine s'est développée entre-temps. Et surtout, plus que moi, j'étais à la faculté française. Donc le fait d'apprendre le français, j'ai envie de pratiquer un peu. Jing a vécu en Chine sous le régime autoritaire du Parti communiste de Deng Xiaoping. Mais sa démarche n'est pas politique, elle veut juste poursuivre ses études ici. Pour moi, c'était hyper difficile, même à l'époque. Je me rappelle bien, je suivais des cours de neurosciences, je ne comprenais pas tout. J'avais un dictaphone à l'époque, j'ai enregistré le cours, j'ai écouté le soir dans ma chambre pour réviser les cours. Passionnée de neurologie, Jing s'accroche. Après un DEA, puis une thèse de neurosciences, elle devient neurologue à 41 ans. Et puis pendant 9 ans, elle enchaînera les postes précaires. En France, il est encore difficile pour une femme, étrangère de surcroît, d'obtenir un poste important. Mais elle tient bon. Ça prouve quand même, malgré tout, la difficulté, le parcours des combattants. Enfin, j'ai obtenu quand même cette valorisation, la reconnaissance de mon diplôme. Le but, pour moi, c'est de retrouver un peu de confort. Tout à fait. Je vais essayer de modifier votre traitement pour, au maximum, diminuer le tremblement. Attention, j'ai dit diminuer le tremblement, ne pas faire disparaître. En plus de son activité de neurologue, Jing est aujourd'hui responsable du centre de recherche clinique de l'hôpital. Une vraie reconnaissance de ses compétences. J'ai changé de médecin parce que je voulais aller vers un médecin qui soit plus orienté vers la recherche et les nouvelles découvertes en matière de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie dans laquelle on a fait dépensé beaucoup d'investissements et fait beaucoup de découvertes. Et il est préférable de s'adresser à des gens qui se tiennent perpétuellement informés des nouvelles avancées en matière de traitement de cette maladie. En tant que chercheuse, le docteur Jing Shi publie dans les plus grandes revues de neurologie et participe au colloque consacré aux neurosciences. Alors, professeur? Ce jour-là, le colloque est organisé par ses anciens collègues de l'hôpital neurologique de Lyon, là où elle avait enchaîné les vacations pendant plus de 9 ans. Je me suis bien. Oui, ça va. Aujourd'hui, c'est en tant que responsable d'un centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer qu'elle retrouve ses anciens collègues. Et sur le cognitif, vous parlez de quoi? Cognitif, en fait, je fais beaucoup d'essais thérapeutiques. Ouais. Ah oui, c'est voilà. ça. Vous faites, donc essentiellement, vos protocoles augmentent, maintenant une dizaine. Une inflammation à la ponction lobaire, des troubles... Jing est désormais reconnue par ses pairs dans une spécialité prestigieuse et très concurrentielle. Elle dirige une structure d'investigation innovante. Et en tant que chinoise et en tant que femme, Jing a dû se battre 2 fois plus pour réussir son intégration. Chacun ici reconnaît son intelligence et sa détermination. Question au cas où un jour je retourne en Chine, je demande un visa pour rentrer chez moi. Ah ouais, ça c'est drôle, ça doit faire. Mais vous n'êtes pas la seule. Mais c'est pour ça que je dis, je ne sais plus, je suis chinoise ou française. C'est vraiment une collaboratrice tout à fait remarquable. C'est inscrite dans un créneau pour lequel elle a vraiment une spécificité. Il n'y a qu'elle qui fait ce genre de travail. Elle est à l'articulation entre la neurologie, la gériatrie. Elle a une compétence transdisciplinaire. Elle s'est très très bien adaptée et c'est tout à fait remarquable. C'est une belle réussite, difficile et longue, mais je pense que Jing et nous tous, nous sommes fiers de cette intégration. Elle est médecin titulaire, praticien hospitalier. Donc je vous dis bonjour. Bonjour madame. C'est arrivé tardivement pour Jing, mais c'est arrivé. Bon nombre de médecins étrangers n'accèdent jamais à ce titre. Et elle démontre tous les jours qu'elle sait faire vivre ce type de poste. Elle enrichit l'hôpital public, elle enrichit le CHU. Attention, voilà, très bien. Je pense que c'est lourd de passer tout ça, mais il n'y a pas de justice dedans, donc ni justice ou injustice. C'est mon choix personnel. Personne ne m'a obligée de venir en France. Je n'ai pas choisi une spécialité facile. Et vous le referiez? Je crois pas. Mais je regrette pas, hein, donc tout ce que j'ai obtenu, je suis contente. Si on me demande de refaire,
Je crois que c'est très dur, je ne vais pas le refaire. Voilà, effectivement, il faut beaucoup de courage. Et vous verrez demain une femme médecin tunisien qui, elle, n'a pas eu d'équivalence et qui, du coup, est infirmière dans notre pays. Un petit appel à témoins. Un petit appel à témoins. Vous avez un glaucome, et si vous avez eu un traitement ou subi une opération, eh bien, on serait ravis que vous veniez nous en parler sur ce plateau. Merci de nous appeler au 01 58 88 85 21. Et puis dans le journal, oui, un sujet qui a fait réagir, qui sont les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants avec la complicité de certains médecins ou anciens médecins radiés. Sandra qui nous dit « Il est facile de se permettre de refuser la vaccination quand 97% de la population se protège autour de vous. » Alain. Elle a parfaitement raison. Il faut rappeler que la vaccination, c'est un acte global, si vous voulez. Pour arrêter une épidémie, pour enrayer complètement une épidémie et puis pour faire disparaître un virus ou une bactérie, il faut qu'il y ait un certain taux de la population qui soit vaccinée. Comme ça, en gros, le virus peut plus se multiplier. Donc, il faut atteindre 60, 70, 80%. Donc, effectivement, la population étant vaccinée, il n'y a plus de risque, a priori, puisqu'on fait disparaître, par exemple, la variole. C'est comme ça que... Bon, maintenant, j'ai vu ça. La poliomyélite, il faut peut-être rappeler, il faut peut-être montrer à ce père ce qui se passait dans les années 50, où la poliomyélite était très fréquente en France, et où on mettait les enfants dans des poumons d'acier parce qu'ils n'arrivaient plus à respirer. Quand même voir la réalité des choses. Donc, on ne s'imagine pas, on a oublié ça. Et le tétanos, moi j'ai vu mourir des gens du tétanos, c'est quelque chose d'épouvantable. Bon, le tétanos, il n'y a pratiquement plus de morts en France. Mais il ne va rien avoir de nouveau. Il ne faut pas donc compter que sur les autres pour être protégés. Bien entendu. Merci beaucoup. Vous ne bougez surtout pas dans quelques instants. Allô, docteur commence. On va répondre à vos questions sur les traitements médicamenteux des troubles de la sexualité.